Un dentiste devint méfiant lorsqu'un père refusa de quitter la salle pendant la consultation de sa fille. Lorsqu'il créa une distraction, la petite montra rapidement quelque chose de terrifiant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le docteur Marcus Reynolds se tenait près de la fenêtre de son cabinet, observant la pluie d'octobre qui formait des ruisselets sur la vitre. Le temps reflétait son humeur, contemplative et un peu mélancolique. L'automne à Oaked, dans le Connecticut, avait cette façon de transformer même la plus pittoresque ville de la Nouvelle-Angleterre en une toile de couleurs atténuées et de surfaces réfléchissantes. Du bout de l'index, il suivit le parcours d'une goutte de pluie jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. « Dr Reynolds ?» La voix de Diane l'arracha à ses pensées. « Votre rendez-vous de 9 heures est arrivé. » Nouvelle patiente, Sophie Bennett, 9 ans. Marcus quitta la fenêtre et offrit à son assistante un sourire chaleureux. Diane travaillait avec lui depuis l'ouverture de son cabinet, il y a 8 ans, et sa douceur avec les jeunes patients était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il se considérait chanceux d'avoir une telle équipe. « Merci, Diane. Laisse-moi juste une minute pour consulter son dossier. » Lorsque Diane sortit, Marcus s'installa derrière son bureau et ouvrit le dossier numérique de la patiente sur sa tablette. Information standard, récemment arrivé à Oaked, pas encore de dossier dentaire transféré, assurance via l'employeur du père. Rien de remarquable. Et pourtant, Marcus abordait toujours les premières consultations de nouveaux patients avec une attention particulière. Le confort d'un enfant chez le dentiste dépendait souvent de ses premières impressions. Il ajusta son nœud papillon bleu et jaune à motif, sa petite touche signature que ses jeunes patients trouvaient moins intimidante que la traditionnelle blouse blanche, puis se dirigea vers la salle d'examen. Il passa devant le grand aquarium d'eau de mer, pièce maîtresse autant que distraction apaisante dans la salle d'attente. Le cabinet du docteur Marcus Reynolds, DMD en dentisterie pédiatrique, était pensé pour les enfants, murs décorés de peintures murales sous-marines, sièges confortables adaptés à leur taille et un coffre au trésor rempli de petits jouets pour les récompenser à la fin de la consultation. En entrant dans la salle d'attente, Marcus remarqua immédiatement la fillette assise raide sur une chaise dans un coin, les jambes ne touchant pas tout à fait le sol. Sophie Bennett était menue pour ses 9 ans, avec des cheveux châtains clairs tirés en une queue de cheval soignée. Elle portait un pull mauve malgré la chaleur du cabinet, les mains croisées sur ses genoux, le regard baissé. À côté d'elle se trouvait un homme que Marcus supposa être son père, grand, bien habillé, dans un costume gris qui évoquait un milieu professionnel d'entreprise, une apparence méticuleusement soignée et une certaine aura d'autorité. « Sophie ?» fit Marcus d'une voix douce, en s'accroupissant légèrement pour être à sa hauteur. « Je suis le docteur Reynolds. Ravi de faire ta connaissance. » Les yeux de la fillette, d'un noisette clair, se levèrent brièvement, sans manifester ni enthousiasme ni peur, juste une réserve prudente, avant de retourner fixer ses chaussures. C'est le père qui se leva aussitôt en tendant la main, un sourire maîtrisé aux lèvres, mais qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. « Richard Bennett, dit-il, en serrant la main de Marcus avec une poigne presque douloureuse. Merci de nous avoir trouvé un créneau. Nous ne sommes installés à Oaked que depuis un mois et je tenais à ne pas interrompre les soins dentaires de Sophie. » Bien sûr, répondit Marcus en se dégageant de l'étreinte, tournant de nouveau son attention vers Sophie. Tu voudrais venir voir l'endroit où on soigne les dents? J'ai un fauteuil qui monte et qui descend comme une fusée. Aucune réaction de Sophie, pas même un regard. Son père répondit à sa place. Elle est un peu timide avec les inconnus, dit-il en posant une main sur l'épaule de la fillette. Marcus ne manqua pas de remarquer la légère crispation avant que Sophie ne se lève docilement. Elle a aussi un peu d'angoisse à l'idée d'aller chez le dentiste, alors je resterai avec elle. Ce n'était pas formulé comme une question, et la déclaration fit naître un léger signal d'alerte chez Marcus. Dans son cabinet, il encourageait généralement les parents à rester dans la salle d'attente après le premier contact. Les enfants se comportaient parfois différemment sans leurs parents, révélant plus aisément leur peur ou leur situation familiale dans un environnement sans surveillance. C'était également un moyen pour Marcus d'établir directement un lien de confiance avec ses jeunes patients. On peut commencer par vous faire visiter tous les deux et ensuite, on discutera de la façon dont on procède pour l'examen, suggéra Marcus avec diplomatie en les conduisant vers la zone de soins. En chemin, Marcus remarqua la distance précise que Sophie maintenait avec son père, ni assez proche pour refléter de la confiance, ni assez éloignée pour paraître s'en séparer. La main de Richard demeurait posée sur le haut de son dos, guidant ses mouvements d'une façon qui semblait plus contrôlante que protectrice. De petits détails que Marcus enregistrait, comme il le faisait depuis ses 15 années de pratique.
Dans la salle d'examen, l'assistante dentaire de Marcus, Lisa, préparait les instruments. Son visage s'éclaira d'un sourire quand ils entrèrent. « Salut, toi. Tu dois être Sophie, dit-elle joyeusement. Tu aimes les autocollants? Quand on aura fini, tu pourras en choisir 2 dans notre collection. » Le visage de Sophie s'anima une fraction de seconde, puis reprit son expression prudente. C'est encore Richard qui répondit à sa place. Elle préfère lire plutôt que collectionner des autocollants. Pas vrai, Sophie? Sophie acquiesça à peine, et Marcus échangea un bref regard avec Lisa. Son équipe était formée non seulement aux procédures dentaires, mais aussi à repérer des dynamiques familiales potentiellement inquiétantes. Eh bien, nous avons aussi plein de livres, répondit Marcus directement à Sophie. Alors, tu veux bien t'asseoir dans le fauteuil spécial pour qu'on regarde tes dents? Sophie grimpa sur le fauteuil, sans montrer ni enthousiasme ni résistance, pendant que Lisa ajustait la position et lui plaçait un bavoir en papier autour du cou. Marcus se tourna vers Richard avec un air des plus professionnels. Monsieur Bennett, dans mon expérience, les enfants sont souvent plus détendus pendant l'examen si les parents attendent dans notre salle d'attente confortable. Ça nous aide à instaurer un climat de confiance avec nos jeunes patients. Ce ne sera pas nécessaire, coupa Richard d'un ton aussi poli que ferme. Comme je l'ai dit, Sophie est anxieuse, je resterai avec elle. Le ton se voulait courtois, mais laissait peu de place à la discussion. Marcus enregistra mentalement l'insistance du père, un comportement pas toujours inhabituel avec certains parents d'enfants anxieux, mais qui, combiné au comportement de Sophie et à la main possessive de Richard, intensifiait son alerte intérieure. Entendu, concéda Marcus sans relever, tout en captant le bref regard que Sophie lança dans sa direction, un regard indéchiffrable, mais révélant quelque chose qui allait au-delà de la simple peur du dentiste. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas là-bas, où Sophie pourra toujours vous voir ?» Au début de l'examen, Marcus expliquait chaque étape avec douceur, une habitude qu'il avait avec tous ses jeunes patients. « Je vais compter tes dents avec un petit miroir, ça ne fait pas mal, c'est comme compter des moutons, mais en plus rapide. » Pendant tout le temps, Sophie se montra docile, ouvrant la bouche sur demande, suivant les consignes avec la précision mécanique d'une enfant qui connaît les conséquences d'un refus d'obéir. Quand Marcus lui posait des questions sur l'école ou ses matières préférées, elle répondait en quelques mots « oui, non, je ne sais pas », toujours avec un coup d'œil furtif vers son père, comme si elle cherchait son approbation avant de parler. Richard restait sur ses gardes, surveillant chaque mouvement de Marcus avec une intensité qui dépassait la préoccupation parentale habituelle. Lorsque Marcus évoqua une petite carie naissante sur une molaire de Sophie, Richard posa aussitôt des questions détaillées sur les options de traitement, le coût, la nécessité, des questions légitimes pour un parent, mais teintées d'une méfiance quasi accusatrice. Le moment le plus préoccupant eut lieu quand Marcus examina les ganglions lymphatiques dans le cou de Sophie, pratique standard de son évaluation. En palpant délicatement la zone, le col de la fillette se déplaça légèrement, laissant entrevoir ce qui ressemblait au contour d'un bleu, descendant sous la clavicule. Aussitôt, Sophie remonta son pull, jetant un regard paniqué vers son père, qui s'était redressé dans son fauteuil. « Sophie semble avoir un petit bleu ici », commenta Marcus d'un ton dégagé. « Tu es tombée récemment ?» Avant que Sophie ne réponde, Richard intervint. « C'est une vraie grimpeuse, toujours dans les arbres ou sur les aires de jeu. Elle est tombée le week-end dernier, pas vrai Sophie ?» Sophie acquiesça à peine, et Marcus nota ses mains agrippées aux accoudoirs du fauteuil, les jointures blanchissant légèrement. « Les enfants resteront toujours des enfants, » répondit Marcus, l'air neutre, alors qu'il retenait mentalement la localisation inhabituelle de l'hématome et l'intervention immédiate du père, avant même que la fillette puisse s'exprimer. L'examen se poursuivit sans autre incident, mais la tension sous-jacente demeura. Lorsque le téléphone de Richard sonna, il jeta un regard contrarié à l'écran. « Je dois prendre cet appel, » dit-il en allant vers la porte. « C'est pour le travail, je reviens tout de suite. » Pour la première fois depuis leur arrivée, Sophie se retrouva séparée de son père, même si ce n'était que par la porte et quelques mètres de distance. Aussitôt, son attitude changea subtilement, ses épaules s'abaissèrent légèrement et elle prit une respiration plus profonde que tout ce que Marcus avait pu observer jusque-là. « Sophie, » dit doucement Marcus, profitant de ces quelques instants de calme, « comment te plais-tu à Oct? Tu t'es déjà fait des amis dans ta nouvelle école ?» Elle releva les yeux pour la première fois, l'air épuisé malgré son jeune âge. « C'est d'accord, » murmura-t-elle presque, « je ne parle pas beaucoup avec les autres pour l'instant. »« Je comprends, » répondit Marcus, feignant la conversation banale tout en notant son passage de « on » à « je ». « Si jamais tu as des questions sur tes dents ou si quelque chose te tracasse, tu peux toujours me le dire, d'accord ?
Le regard de Sophie se tourna vers la porte où son père avait disparu, puis revint vers Marcus. Un instant, il crut qu'elle allait en dire plus, mais la voix de Richard résonna de nouveau tandis qu'il terminait son appel, et la fillette se referma aussitôt, reprenant son expression distante. « Ça y est, c'est fini ?» demanda Richard en revenant, le ton léger, mais le regard immédiatement tourné vers la scène pour s'assurer du moindre détail. « On a presque fini », confirma Marcus. « Sophie a une excellente hygiène bucco-dentaire, mais il y a cette petite carie qu'il faut soigner. Je recommande aussi un traitement au fluor aujourd'hui, vu que vos anciens dossiers ne sont pas encore arrivés. » La discussion sur le plan de traitement et la prise de rendez-vous ultérieure se déroula normalement, mais Marcus continuait de réfléchir à tous les signaux qu'il avait relevés, l'attitude distante de Sophie, sa façon de jauger sans cesse les réactions de son père, l'hématome inexpliqué, le refus de Richard de quitter la pièce, et le léger changement chez Sophie pendant l'absence de son père. « On se revoit mardi prochain », conclut Marcus en les accompagnant jusqu'à la réception, où Hélène, sa gestionnaire, préparait les papiers pour l'assurance. « Sophie, tu peux choisir quelque chose dans le coffre au trésor avant de partir. » Le petit présentoir de babioles colorées suscitait généralement l'enthousiasme chez les enfants, mais Sophie l'aborda avec la même réserve que pendant la visite. Après un regard prudent vers son père, qui hocha la tête pour donner son autorisation, elle choisit un petit dauphin en plastique, le choix le plus rapide et discret. « Tu aimes les dauphins ?» demanda Marcus. Sophie hocha légèrement la tête. « Ils sont intelligents, dit-elle à voix basse, la première information spontanée qu'elle partageait. Ils s'entraident quand ils ont des problèmes. » Il y avait dans sa voix et dans son choix de mots une résonance qui dépassait la simple fascination enfantine pour les animaux. Avant que Marcus puisse répondre, Richard posa la main sur l'épaule de Sophie et la dirigea vers la sortie. « Merci, Dr Reynolds. À mardi prochain. » Marcus les observa depuis la fenêtre du cabinet tandis qu'ils traversaient le parking sous la pluie. Richard tenait le parapluie, mais son geste protecteur semblait purement de façade. Sa poigne sur le bras de Sophie était visible même de loin. La fillette ne sautillait pas comme la plupart des enfants soulagés de quitter le dentiste, elle marchait docilement, une petite silhouette guidée vers une berline noire. « Celle-là me dérange », lâcha Hélène en rejoignant Marcus à la fenêtre. À 62 ans, Hélène avait assez d'expérience dans le domaine médical pour développer les mêmes instincts que Marcus, lesquels étaient actuellement en alerte. « Moi aussi, admile. Tu as vu comme elle ne parlait que lorsqu'on l'y obligeait, et encore, c'est lui qui répondait pour elle la plupart du temps ?» Hélène acquiesça. Et la façon dont elle vérifiait sa réaction avant de faire ou de dire quoi que ce soit. « J'ai déjà vu ça. » Son ton exprimait la compréhension qu'ils partageaient tous les deux. Tous deux avaient déjà rencontré des familles dont la dynamique laissait présager un problème plus grave. « On va documenter le plus précisément possible la visite d'aujourd'hui, » dit Marcus, « et je veux que Lisa soit disponible mardi prochain pendant le rendez-vous. J'aimerais un deuxième regard. » Ce soir-là, après le départ de son dernier patient, Marcus resta dans son cabinet pour saisir des notes détaillées concernant la visite de Sophie Bennett. Les procédures standards devaient être suivies en cas de signes potentiels de maltraitance ou de négligence, mais il prenait garde de ne relever que des faits objectifs, sans tirer de conclusions hâtives. Pourtant, l'ensemble de ces observations lui laissait une impression persistante. Quelque chose clochait chez les Bennett. D'un geste impulsif, il effectua une brève recherche sur Internet, Richard Bennett à Oaked. Pour un homme qui disait travailler en conseil dans une grande entreprise internationale, selon ses explications lors de la prise de rendez-vous, Richard laissait étonnamment peu de traces en ligne. Pas de profil LinkedIn, pas de mention sur le site de la société, aucune activité sur les réseaux sociaux que Marcus put trouver. Quelques Richard Bennett apparaissaient dans les résultats, mais aucun ne correspondait à l'homme rencontré ce jour-là. Cette absence de traces était en soi révélatrice. Dans le monde actuel, il était rare qu'un professionnel n'ait aucune présence numérique. Marcus se renfonça dans son fauteuil, troublé par le contraste grandissant entre les différents signaux. Un souvenir refit surface, lui-même, âgé de 10 ans, dans le cabinet d'un médecin, tandis que son père, charmeur, expliquait au docteur comment Marcus s'était blessé. « Un enfant maladroit, plaisantait-il, il fait toujours l'idiot avec ses copains. » Le médecin avait accepté cette version, et Marcus avait appris à quel point il était facile d'induire les adultes en erreur avec un discours confiant. Marcus referma son ordinateur en soupirant. Peut-être s'inquiétait-il trop, projetant son propre passé sur une situation banale? Richard Bennett était peut-être juste un père trop protecteur, peu doué en relations sociales, soucieux de sa vie privée.
Sophie était peut-être simplement anxieuse à l'idée d'aller chez le dentiste et avait une vie de famille tout à fait normale. Mais en quittant son cabinet, l'image du visage impassible de Sophie ne le quittait pas, tout comme ses paroles chuchotées sur les dauphins qui s'entraident. En 15 ans de pratique, Marcus avait appris à se fier à son instinct concernant ses jeunes patients et les adultes qui les entouraient. Son instinct lui soufflait que Sophie Bennett avait besoin d'aide, et que le rendez-vous du mardi suivant serait peut-être son unique occasion de comprendre pourquoi. La pluie avait cessé quand Marcus sortit, mais l'air du soir conservait la fraîcheur humide de la mi-automne. En traversant les rues bordées d'arbres d'octe, devant les maisons coloniales bien entretenues d'où s'échappaient des lumières chaleureuses, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait derrière les portes closes du foyer des Bennett. Quelque part dans cette ville de cartes postales où chacun vivait plutôt replié sur soi, où les nouveaux arrivants pouvaient aisément préserver leur anonymat. « Sois prudente, Sophie », murmura-t-il en tournant dans sa propre rue, espérant que ses craintes soient infondées, tout en sachant, fort de sa propre expérience, que les apparences pouvaient masquer des réalités terribles et que ceux qui ont le plus besoin d'aide sont parfois les moins capables d'en demander. La semaine qui précéda le prochain rendez-vous s'écoula trop lentement pour Marcus. Il se surprit à penser à Sophie Bennett dans les moments de calme, en se brossant les dents, pendant son jogging matinal dans les brumes d'Octe ou tard le soir, quand le sommeil le fuyait. À 2 reprises, il relut ses notes du premier rendez-vous, repassant en revue ses observations avec un œil critique, se demandant s'il ne s'inquiétait pas à outrance. Mais chaque fois, il aboutissait à la même conclusion, quelque chose n'allait pas chez cette famille. Le mardi matin arriva, anormalement chaud. Le soleil d'octobre dissipa rapidement le brouillard matinal, révélant un ciel d'un bleu éclatant. Marcus se rendit tôt à son cabinet, examina le plan de traitement de Sophie et s'assura que tout était prêt pour l'obturation de sa carie. Il avait géré l'emploi du temps pour que Lisa soit son assistante pendant la procédure et qu'Hélène reste à l'accueil. Toutes deux étaient d'un œil averti et d'une grande perspicacité en ce qui concernait les signaux familiaux inquiétants. « Tu t'attends à des problèmes pour le rendez-vous des Bennett ?» demanda Lisa en préparant les instruments, notant la méticulosité inhabituelle de Marcus pour ce qui était, en principe, une intervention de routine. « Pas des problèmes, » répondit Marcus en choisissant ses mots, « juste, de la vigilance. Je me suis inquiété de certaines choses la semaine dernière. Si tu remarques quoi que ce soit d'étrange, note-le. » Lisa hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'il sous-entendait. En 15 ans de pratique, ils avaient déjà dû intervenir dans des situations délicates. Un enfant présentant régulièrement des blessures suspectes, un adolescent dont la négligence dentaire extrême indiquait des problèmes familiaux plus larges. Ils disposaient de protocoles pour ces cas, établis par Marcus conformément aux normes de la profession et à ses propres convictions. La matinée se poursuivit avec son flux habituel de patients. Nettoyage de routine, urgence pour un enfant de 7 ans qui s'était déboîté une dent en jouant au foot, consultation avec des parents inquiets pour un tout petit tombé et s'étant abîmé les dents de devant. Marcus conserva son calme et son sourire rassurant, tout en ayant constamment à l'esprit le rendez-vous de Sophie. À 11h45, soit 15 minutes avant l'heure prévue, Hélène annonça par l'interphone dans le bureau de Marcus. « Les Bennett sont là, en avance. » Marcus prit une profonde inspiration et ajusta son nœud papillon, orné aujourd'hui de petites fées des dents, un motif apprécié des plus jeunes. Il se dirigea ensuite vers la salle d'attente. Sophie était assise au même endroit que la dernière fois, mais son apparence différait sensiblement. Elle avait de larges cernes sous les yeux, comme si elle avait mal dormi. Et malgré la douceur de la température, elle portait un chandail à manches longues bleu marine. Ses cheveux, toujours attachés en queue de cheval, semblaient plus ternes. Quand elle leva furtivement les yeux vers Marcus, il y vit passer une lueur qui n'était pas de l'espoir à proprement parler, mais plutôt la reconnaissance potentielle d'un allié. Dr Reynolds, lança Richard Bennett en se levant, lui serrant de nouveau la main avec la même poigne rigide. « J'espère qu'on n'est pas trop en avance. J'avais un rendez-vous qui s'est annulé. »« Pas de souci, » répondit Marcus avec chaleur. « Nous sommes prêts pour Sophie. Comment s'est-elle sentie depuis la dernière fois ? » Très bien, répondit Richard d'un ton presque expéditif. « Pas de plainte au sujet de la dent. C'est une petite courageuse, n'est-ce pas, Sophie ?» Sophie hocha la tête mécaniquement, le regard perdu dans la contemplation des poissons tropicaux. « Alors, prête pour ton plombage, Sophie ?» demanda Marcus, cette fois-ci en s'adressant directement à elle. « Je te promets que ça ne fera pas mal. On va soigner ta dent pour qu'elle ne te fasse plus souffrir. » Pendant une seconde, Sophie croisa son regard, et Marcus y lut une lassitude inimaginable chez une enfant de 9 ans. « Oui » répondit-elle doucement. «
Parfait, dit Marcus en montrant le chemin vers la salle de soins. Allons-y, alors. En s'y rendant, Marcus remarqua que Sophie gardait encore plus de distance avec son père que la dernière fois, et sa démarche trahissait une gêne au-delà de la simple angoisse dentaire. Monsieur Bennett, reprit Marcus lorsque Lisa arriva avec le plateau d'instruments préparé, pour les interventions un peu plus complexes comme un plombage, on constate généralement que les enfants se concentrent mieux sur nos consignes lorsque les parents restent à l'extérieur. Cela leur évite de s'inquiéter de la réaction de maman ou papa. Les mâchoires de Richard se crispèrent à peine. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Sophie est anxieuse. Je préfère rester. Marcus s'était préparé à cette réponse et avait un plan. Je comprends parfaitement, répondit-il d'un ton conciliant. Toutefois, Hélène a besoin de vous pour un point concernant l'assurance, à l'accueil. Il y aurait une question de prise en charge pour la résine composite. Ça ne prendra que quelques minutes, le temps qu'on installe Sophie. Lisa et moi prendrons soin d'elle. Richard hésita. Clairement, il ne souhaitait pas laisser sa fille, mais il ne pouvait pas non plus paraître déraisonnable au sujet d'une question d'assurance. Très bien, concéda-t-il. Sophie, je reviens tout de suite. Sois sage avec le docteur Reynolds. Ces derniers mots ressemblaient moins à un conseil qu'à un ordre. Sophie acquiesça machinalement, les mains crispées sur ses genoux. Lisa, tu veux bien accompagner Monsieur Bennett jusqu'à Hélène? Elle a déjà sorti les papiers, dit Marcus. Lorsque Lisa et Richard quittèrent la salle, Marcus feignit de revoir la fiche de Sophie pour lui laisser un moment afin de se calmer un peu sans son père. Puis il s'approcha et parla d'une voix douce. Sophie, avant de commencer, je veux que tu saches qu'ici, tu es en sécurité. S'il y a quoi que ce soit qui te tracasse, tu peux me le dire. Le changement chez la fillette fut immédiat et saisissant. Sans un mot, elle jeta un regard affolé vers la porte, puis sortit quelque chose de sa chaussette. Un petit morceau de papier froissé qu'elle tendit à Marcus d'une main tremblante, le regard rempli de peur et d'urgence. Marcus déplia le papier, le lisant avec précaution. Y figurait, en lettres inégales d'écriture enfantine. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ce n'est pas mon père. Mon vrai père vit à Boston, David Miller, 23 Maple Street. Richard est mon beau-père. Il me fait du mal, ainsi qu'à ma maman. Il ne nous laisse appeler personne ni quitter la maison seul. Il dit qu'il nous tuera si on parle. Maman a essayé d'appeler grand-mère, il l'a envoyée à l'hôpital. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Le choc de cette lecture transperça Marcus comme une décharge. Il releva les yeux vers Sophie, qui les avait remplis de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. « Sophie, murmura-t-il, tâchant de garder son sang-froid alors que son esprit s'emballait. Merci de me faire confiance. Je vais t'aider, je te le promets. » Des bruits de pas dans le couloir annoncèrent déjà le retour de Richard. En un éclair, Marcus replia le message et le glissa dans sa poche, adressant à Sophie un regard qu'il espérait rassurant, au même instant où Richard réapparaissait dans l'embrasure de la porte. « Tout est réglé ?» demanda Marcus d'un ton décontracté, le cœur battant à tout rompre. « Parfait, on va pouvoir commencer. »« Oui, un simple souci de code, » répondit Richard en observant la salle comme s'il craignait qu'un détail ait changé en son absence. « Excellent. Sophie, on va d'abord mettre un petit gel anesthésiant sur ta gencive, ça va juste la rendre un peu engourdie. Ensuite on fera une petite piqûre, pratiquement indolore, pour endormir ta dent. On pourra alors enlever la carie et poser un plombage résistant. Tu es prête? Sophie acquiesça, les mains toujours tremblantes. Monsieur Bennett, reprit Marcus, Sophie a-t-elle des allergies connues à des médicaments? Richard se lança dans une énumération détaillée de l'historique médical de Sophie, déjà noté au dossier. Profitant de cette diversion, Marcus sortit discrètement son téléphone, à moitié masqué par le plateau d'instruments, et prit une photo du mot de Sophie, avant de le ranger à nouveau dans sa poche. Lisa revint, adressant à Marcus un bref signe de tête indiquant qu'elle avait averti Hélène. Leur protocole interne en cas de suspicion de maltraitance se déroulait comme prévu. Hélène contacterait les autorités par la ligne discrète dédiée, pour signaler la situation sans alarmer le père. Alors, commençons, dit Marcus en appliquant le gel anesthésiant sur la gencive de Sophie. Ça va te faire un peu froid et picoter, d'accord? Ce qui suivit fut sans doute l'intervention la plus difficile de la carrière de Marcus, non pas d'un point de vue technique, mais à cause de la tension immense qu'il devait masquer derrière une apparente routine. Tout en soignant la dent de Sophie, il conversait avec Richard sur un ton amical, posant des questions sur son travail, leur installation à Oakt, récoltant le maximum d'informations tout en restant naturel. Ce doit être difficile de déménager souvent pour le travail,
commenta-t-il en préparant la seringue d'anesthésie. Sophie, tu vas sentir un petit pincement, d'accord? Aviez-vous passé longtemps dans votre ancienne ville? 3 ans, répondit Richard, qui marqua un très léger temps d'arrêt avant d'ajouter. Je vais là où les missions de conseil m'envoient. C'est un changement, mais Sophie et sa mère savent que c'est un impératif de ma carrière. Et vous aviez mentionné le nom de la société? Fit Marcus d'un ton distrait, tenant la seringue près de la gencive de Sophie. Une ombre de contrariété passa sur le visage de Richard. Axiom Strategic Partners. Nous sommes spécialisés dans la restructuration d'entreprises. Marcus hocha la tête comme si tout cela n'était qu'une conversation anodine, tout en notant mentalement le nom de la société, qu'il pourrait tenter de vérifier plus tard. Il pratiqua l'injection, observant à peine Sophie, qui ne broncha quasiment pas, sans doute habituée à cacher la douleur. Ça va prendre quelques minutes pour que l'anesthésie fasse effet, expliqua-t-il. Sophie, tu sens déjà un petit fourmillement sur ta lèvre? La fillette hocha la tête et articula à voix basse. Ça chatouille. Parfait, répondit Marcus. C'est signe que ça marche. En attendant que l'anesthésie agisse, Marcus poursuivit son interrogatoire déguisé. Il apprit que la mère de Sophie, Hélène, ne travaillait pas pour le moment, qu'il vivait dans le lotissement Cedar Ridge au nord de la ville, et que Sophie était temporairement scolarisée à la maison, en attendant une transition plus stable. Autant de détails qui expliquaient leur isolement et la facilité pour Richard de contrôler leurs mouvements. Quand Marcus commença à enlever la carie, il y alla lentement, bien plus que nécessaire pour un simple plombage, dans le but de gagner du temps. Il souhaitait laisser à Hélène la possibilité de contacter les autorités et de les voir arriver. Monsieur Bennett, intervint Lisa pendant une pause du fraisage, est-ce que je peux vous demander plus de détails sur l'historique dentaire de Sophie? Il nous manque toujours les anciens dossiers, et cela nous aiderait à établir un bilan complet. Richard lui répondit en entrant dans des détails sans grand intérêt, mais cela permit à Marcus d'échanger un regard appuyé avec Sophie et de lui adresser un léger signe de tête pour lui faire comprendre qu'il avait vu son message et qu'il ferait le nécessaire. Les yeux de la fillette, grands et emplis d'un espoir mêlé d'angoisse, se fermèrent un instant, comme soulagés. Le forage terminé, Marcus prépara la résine composite avec une minutie qui prolongerait encore l'intervention. À travers la vitre de la salle de soins, il apercevait Hélène à l'accueil, qui parlait au téléphone d'un air décontracté, signe que leur appel d'urgence était en cours. « Alors, Sophie, reprit Marcus d'un ton détendu, tu étudies quoi avec ta maman, à la maison ?» Sophie ouvrit la bouche, mais Richard répondit à sa place. Le programme de base, mathématiques, sciences, lecture. Sophie a toujours été en avance. On estime que l'école traditionnelle n'est pas assez stimulante pour elle. Je comprends, acquiesça Marcus en commençant à insérer la résine dans la dent de Sophie, avec un soin exagéré. Mais j'imagine qu'elle doit regretter de ne pas être avec ses amis, de ne pas partager des activités. Les yeux de Richard se plissèrent. Nous lui offrons suffisamment d'activités, répliqua-t-il d'un ton nettement plus froid. Ses besoins sont couverts. La tension montait. Marcus sentit que ces questions continuaient à éveiller les soupçons de Richard. Bon, on touche au but, annonça-t-il en prenant la lampe à polymériser. Sophie, cette lumière bleue va durcir la résine. Ça ne fait pas mal, mais c'est très vif. Je vais te donner ces lunettes pour te protéger les yeux. En tendant à Sophie les lunettes de protection, Marcus fit semblant de les laisser tomber. Les lunettes, quand il se pencha pour les récupérer, il murmura rapidement, presque imperceptiblement, « De l'aide arrive, reste calme ». Se redressant, il plaça les lunettes sur le visage de Sophie avec des mains assurées qui trahissaient la course de son cœur. « Ajustement parfait », dit-il prudemment. « Maintenant, détourne ton regard de la lumière, s'il te plaît. » Pendant que le composite durcissait sous la lumière bleue, Marcus observa Richard qui vérifiait sa montre avec une fréquence croissante. Le rendez-vous prolongé mettait clairement sa patience à l'épreuve, et Marcus pouvait sentir l'inquiétude grandissante de l'homme. « On y est presque », les rassura Marcus en retirant la lampe de polymérisation. « Maintenant, je dois vérifier l'occlusion pour m'assurer que l'obturation n'est pas trop haute. Sophie, peux-tu fermer les dents et me dire si quelque chose te semble anormal ?» Sophie obéit, puis secoua la tête. « Ça va ?» murmura-t-elle. « Excellent, » dit Marcus en retirant ses gants. « Je pense que tout est prêt. »« Tu as fait merveille, Sophie, très courageuse. »« On a fini ?» demanda Richard en se levant brusquement. « Nous avons d'autres rendez-vous cet après-midi. »« Presque, » répondit Marcus. « Je dois juste passer en revue quelques instructions post-traitement, et ensuite tout sera en ordre. » Se tournant vers Lisa, il ajouta «
pourrais-tu préparer le kit de soins à domicile de Sophie pendant que je parle avec Monsieur Bennett? Lisa hocha la tête, comprenant la demande pour gagner du temps. Sophie, aimerais-tu m'aider à choisir la couleur de ta nouvelle brosse à dents? Avant que Richard ne puisse objecter, Marcus intervint, cela ne prendra qu'une minute, puis nous devrons planifier un rendez-vous de suivi dans environ 6 mois pour un contrôle régulier. La mâchoire de Richard se contracta, mais il acquiesça sèchement. Très bien, mais s'il te plaît, sois rapide. Sophie, va avec la gentille dame, dit Marcus alors que Lisa guidait Sophie vers la zone de fourniture. Marcus engagea ensuite une explication détaillée à Richard sur l'entretien de la nouvelle obturation, observant à travers la cloison de verre pendant que Lisa montrait à Sophie diverses brosses à dents, tout en gardant la fillette à vue dans la salle de traitement, mais en lui accordant un moment de distance surveillé vis-à-vis de son beau-père, Monsieur Bennett. Marcus conclut ses instructions en disant « J'ai remarqué lors de l'examen que Sophie présente quelques signes de bruxisme la nuit, peut-être liés au stress. A-t-elle connu récemment des changements significatifs ou des difficultés susceptibles de provoquer de l'anxiété ?» L'expression de Richard se durcit. « Non, rien d'inhabituel, répondit-il d'un ton sec. Sophie est une enfant parfaitement heureuse et bien équilibrée. Si elle grince des dents, c'est probablement juste une phase. » Marcus acquiesça agréablement. Néanmoins, si vous remarquez des changements dans ses habitudes de sommeil ou dans son comportement, merci de nous en informer. Ces signes peuvent parfois indiquer des problèmes sous-jacents qu'il est plus facile de traiter tôt. Les yeux de Richard se plissèrent, un éclat de quelque chose de dangereux traversant son visage avant qu'il ne reprenne une expression d'indifférence polie. « Je tiendrai cela en tête, » dit-il en jetant un regard vers Sophie, qui se tenait avec Lisa. « Maintenant, si nous avons fini, il faut vraiment y aller. » « Bien sûr, » répondit Marcus en le conduisant vers la réception, où Hélène attendait derrière le comptoir. « Il nous faut juste planifier ce rendez-vous de suivi, et ensuite tout sera réglé. » Dans la salle d'attente, Marcus constata avec à la fois soulagement et appréhension que 2 policiers en uniforme étaient entrés dans la pièce, une femme aux cheveux blonds courts et un homme plus grand au visage sérieux. Ils parlaient à voix basse avec une femme que Marcus reconnut comme une travailleuse sociale du comté, qui consultait parfois la clinique sur des cas difficiles. Richard se figea un instant à la vue des policiers, sa main se dirigeant instinctivement vers Sophie, qui était sortie de la zone de fourniture avec Lisa. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix basse mais intense. « Procédure standard », répondit calmement Marcus. Les officiers Jenkins et Ramirez effectuent régulièrement des contrôles dans les entreprises locales dans le cadre d'une initiative de police de proximité. OID est très soucieux de la sécurité. L'explication sembla partiellement apaiser Richard, bien que sa posture restât tendue lorsqu'il s'approcha du comptoir de la réception. « Il nous faut planifier le prochain rendez-vous de Sophie et partir, » dit-il vivement à Hélène. « Bien sûr, Monsieur Bennett, » répondit Hélène, ses doigts flottant au-dessus du clavier. « Laissez-moi vérifier la disponibilité du médecin dans 6 mois. » Tandis qu'Hélène prolongeait délibérément le processus de prise de rendez-vous, l'officier Jenkins s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonjour, salua-t-elle. Belle journée, n'est-ce pas? » « Oui, en effet, » répondit Marcus chaleureusement. « Officier, voici Monsieur Bennett et sa fille Sophie, nouvelle chez OID. » Monsieur Bennett, officier Jenkins et officier Ramirez du commissariat d'OAKD, enchanté de vous rencontrer, répliqua Richard avec une rigidité qui trahissait son malaise. « Sophie, viens ici, s'il te plaît. » Sophie se rapprocha du côté de son beau-père avec une réticence visible, ses yeux passant nerveusement des policiers à Marcus, l'incertitude et la peur se lisant sur son visage. « Comment vas-tu aujourd'hui, Sophie ?» demanda gentiment l'officier Jenkins, se penchant légèrement pour se mettre à la hauteur des yeux de la fillette. « Tu viens de passer un rendez-vous chez le dentiste? Tout le monde a été gentil avec toi ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Richard posa fermement sa main sur son épaule. « Oui, tout le monde a été très professionnel. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons en fait un autre rendez-vous à honorer. » « En fait, Monsieur Bennett, » intervint l'officier Ramirez, d'un ton décontracté mais se plaçant subtilement entre Richard et la sortie, « nous espérions avoir un bref entretien avec vous et Sophie, une démarche de sensibilisation communautaire. Nous visitons les entreprises locales et parlons aux habitants de la sécurité dans le quartier. » Les doigts de Richard se crispèrent visiblement sur l'épaule de Sophie. « J'apprécie l'initiative, officier, mais comme je l'ai mentionné, nous sommes en retard pour un autre rendez-vous. Cela ne prendra qu'un instant, » assura l'officier Jenkins, sa démarche amicale masquant une évaluation professionnelle. «
nous effectuons également des contrôles de bien-être dans le cadre d'un programme à l'échelle du comté pour les nouveaux résidents. Peut-être que Sophie pourrait m'indiquer où se trouvent les toilettes pendant que vous discutez avec l'officier Ramirez, cela nous donnerait l'occasion d'avoir une petite conversation entre filles. La demande, formulée de manière décontractée mais clairement comme une tentative de séparation stratégique, provoqua un changement immédiat dans l'attitude de Richard. Son visage se durcit, la façade agréable disparaissant complètement. « Cela ne sera pas nécessaire, dit-il d'un ton plat. Sophie reste avec moi. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, ajouta-t-il en se dirigeant vers la porte tout en tirant Sophie avec lui. Mais l'officier Ramirez modifia de nouveau sa position de manière décontractée, bloquant effectivement leur passage sans être ouvertement conflictuel. « Monsieur, dit-il, son ton se faisant plus ferme, il est d'usage de parler séparément avec les membres de la famille lors des contrôles de bien-être. Je suis sûr que vous comprenez l'importance de veiller à ce que tout le monde dans notre communauté soit en sécurité et bien pris en charge. » L'expression de Richard s'assombrit encore, un muscle se contractant dans sa mâchoire tandis qu'il évaluait la situation, son regard balayant la pièce, prenant en compte les policiers, la travailleuse sociale qui s'était approchée et Marcus, qui se tenait à proximité, ne faisant plus aucune apparence de conversation désinvolte. « C'est ridicule, » lança Richard, son calme s'évaporant. « Je ne sais pas ce que vous croyez qu'il se passe ici, mais les affaires privées de ma famille ne relèvent pas de vos procédures habituelles. »« Sophie, on s'en va, » dit-il en se précipitant pour contourner l'officier Ramirez. Marcus intervint, prenant une décision en une fraction de seconde. Il plongea la main dans sa poche et en sortit la note de Sophie, la tendant à l'officier Jenkins. « Officier, je crois que cela constitue une preuve d'une menace crédible, » dit-il d'une voix posée. « Sophie me l'a donnée lors de son rendez-vous aujourd'hui. J'en ai également pris une photo et l'ai envoyée sur mon email sécurisé. » Le visage de Richard se déforma de rage alors que son regard se fixa sur le papier froissé dans la main de Marcus. « Vous n'aviez aucun droit, » siffla-t-il, sa voix se baissant en un murmure dangereux. « Aucun droit d'interférer dans ma famille. » L'officier Ramirez déclara fermement. « J'aurais besoin que vous veniez ici avec moi pendant que nous réglons cela. » Ce qui se produisit ensuite se déroula à une vitesse choquante. La contenance de Richard se brisa complètement lorsqu'il se jeta en avant, bousculant Marcus avec une force inattendue. Marcus trébucha en arrière, percutant le comptoir de la réception, tandis que Richard attrapait le bras de Sophie et la tirait vers la porte. « Papa, Sophie !» cria-t-il, « ne fais pas ça !» Un appel désespéré adressé à l'univers pour son vrai père, qui n'était pas présent. L'officier Ramirez tenta d'intervenir, mais Richard traînait déjà Sophie vers la sortie. Dans le chaos, Marcus retrouva son équilibre et se précipita, poussé par l'instant et par des souvenirs de son impuissance à 15 ans. « Lâchez-la !» cria-t-il en tendant la main pour attraper l'autre bras de Sophie. Richard pivota brusquement, son visage transformé par la fureur, et porta son poing dans la mâchoire de Marcus avec une force stupéfiante. Une douleur éclata dans la tête de Marcus alors qu'il titubait, mais il gardait sa prise sur le bras de Sophie, déterminé à ne pas laisser cet homme l'emmener. « Éloignez-vous de ma fille !» hurla Richard, sa voix méconnaissable par rapport à l'homme contrôlé et charmant qui était entré à la clinique une semaine plus tôt. L'officier Jenkins avait dégainé son arme, sa voix tranchant le chaos. « Monsieur, lâchez l'enfant et levez les mains maintenant. » Pendant un terrible instant, l'emprise de Richard sur Sophie se resserra encore. La fillette, prise entre lui et Marcus dans un bras de fer qui la faisait crier de douleur, vit ensuite l'officier Ramirez plaquer Richard par derrière, rompant son emprise sur Sophie alors qu'il s'effondrait au sol dans une lutte violente. Marcus éloigna Sophie de la mêlée, la protégeant avec son corps, tandis que les policiers maîtrisaient Richard, lui enchaînant les bras et lui passant les menottes, alors qu'il continuait à proférer menaces et obscénités. « Tout va bien », murmura Marcus à Sophie, qui tremblait violemment contre lui, son petit corps secoué par des sanglots silencieux. « Tu es en sécurité maintenant, tu es en sécurité. » La travailleuse sociale, mademoiselle Patel, s'approcha lentement, son regard expérimenté évaluant Sophie avec une préoccupation professionnelle. « Sophie, » dit-elle doucement, « je m'appelle Mera. Je suis là pour t'aider. Voudrais-tu t'asseoir quelque part au calme pour que nous puissions parler ?» Sophie leva les yeux vers Marcus, son visage ruisselant de larmes cherchant du réconfort. Marcus hocha la tête en signe d'encouragement. « Malgré la douleur lancinante à ma mâchoire, mademoiselle Patel est une personne de confiance. Elle aide les enfants en difficulté.
Alors que mademoiselle Patel conduisait Sophie dans une salle de consultation privée, les policiers finirent de sécuriser Richard, qui, bien que cessé de se débattre, continuait à lancer des regards de haine non déguisés vers Marcus. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait », cracha-t-il pendant que l'officier Ramirez le soulevait pour le mettre debout. « Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes, Richard Garrett. » L'officier Jenkins déclara en lisant la note de Sophie. « Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant, agression et voie de fait. Vous avez le droit de garder le silence, » tandis que l'avertissement Miranda se poursuivait. Marcus regarda, confus. « Garrett? Pas Bennett ?» L'officier Ramirez acquiesça d'un hochement de tête sombre. « Nous devrons vérifier, mais d'après cette note et le témoignage de l'enfant, il semble que cet homme soit Richard Garrett. » Un signalement de personnes disparues a été déposé pour Helen Miller et sa fille Sophie de Boston depuis près de 3 mois. David Miller recherche sa fille depuis que son ex-femme et son nouveau mari ont disparu après un échange de garde. Les implications se déversèrent sur Marcus sous une froide réalisation. Il ne s'agissait pas simplement d'un cas de maltraitance, c'était un enlèvement, un bouleversement complet de la vie et de l'identité d'une enfant. « Je t'ai manqué aussi, papa, » disait-elle, sa voix se faisant plus forte désormais, chaque jour. « Non, j'ai gardé ta photo cachée dans ma boîte spéciale, » dit-il. « Oui, je me souvenais du numéro de téléphone, mais il a emporté tous les téléphones. Est-ce que je peux vraiment rentrer à la maison ?» L'espoir brut contenu dans cette dernière question transperça le cœur de Marcus. Maison, non pas la maison à OAKD où elle avait été pratiquement captive, mais l'endroit où elle était véritablement aimée et en sécurité. L'officier Jenkins s'approcha depuis la réception, faisant signe à Marcus et à mademoiselle Patel. « Nous avons confirmé avec la police de Boston, » dit-elle à voix basse. David Miller a déposé un signalement de personnes disparues il y a 3 mois, lorsque son ex-femme et sa fille n'ont pas réapparu après une visite de garde d'un week-end. Le nouveau mari, Richard Garrett, a un passé de charge pour violence domestique qui avait été abandonné par des partenaires précédents. Il le suivait dans 3 États différents, Garrett le déplaçant sans cesse. Comment a-t-il réussi à inscrire Sophie comme nouvelle patiente ici avec de fausses informations ? Demanda Marcus, se rappelant les formulaires d'admission que Richard avait remplis pour les documents. Très probablement, répondit Jenkins, nous avons trouvé plusieurs ensembles d'identifications dans son portefeuille sous différents noms. Il utilisait l'alias Bennett ici à OAKD, avec de fausses informations d'assurance. C'est une opération sophistiquée, ce n'est pas la première fois qu'il fait cela. Les implications étaient glaçantes, un prédateur calculateur qui avait planifié chaque détail, isolant systématiquement ses victimes et créant une façade de normalité pour le monde extérieur. Cela expliquait l'absence de présence en ligne. Marcus avait découvert les incohérences dans les récits de Richard et son insistance à contrôler toutes les interactions avec Sophie dans la salle de consultation. Sophie terminait sa conversation, son visage marqué par les larmes mais animé d'une façon que Marcus n'avait jamais vue auparavant. « Je t'aime aussi », dit-elle dans le téléphone. « S'il te plaît, viens vite », ajouta-t-elle en remettant l'appareil à l'officier Jenkins en entrant, levant les yeux, rouge mais plein d'espoir. « Mon papa vient ce soir, il prend un avion immédiatement. » « C'est une merveilleuse nouvelle, » dit chaleureusement Jenkins. « En attendant, nous allons t'emmener voir ta maman à l'hôpital, d'accord ?» Sophie hocha la tête avec empressement. « Est-ce qu'elle va vraiment bien ?» dit Richard, sa phrase s'interrompant, son expression s'assombrissant au souvenir. « Elle est bien prise en charge, » rassura Jenkins, « et elle sera très heureuse de te voir. » Alors qu'il se préparait à transporter Sophie à l'hôpital, Marcus se mit à genoux devant elle, grimaçant légèrement à cause de la douleur à sa mâchoire. « Sophie, je suis tellement fier de toi, » dit-il sincèrement. « Ce que tu as fait aujourd'hui a nécessité un courage incroyable. » Sophie baissa les yeux, soudainement timide face aux éloges. « J'avais peur, » admit-elle, levant les yeux vers Marcus avec des regards ayant vu trop de choses, « mais tu as dit que cet endroit était sûr, et j'ai pensé à mon vrai papa. » Être courageuse ne signifie pas que tu n'as pas peur, lui dit Marcus doucement, cela signifie que tu fais ce qui est juste même quand tu as peur. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Un petit sourire hésitant se dessina sur les lèvres de Sophie, le premier sourire sincère que Marcus avait vu sur son visage. « Merci de m'avoir aidé, » murmura-t-elle. « Personne ne me croirait si je disais cela, » répondit-il, mais cette simple déclaration en disait long sur la manipulation psychologique que Richard avait employée ou l'isolement, la sape de la confiance, la destruction systématique de la foi d'un enfant dans la volonté du monde extérieur d'aider. « Je t'ai cru,
assura Marcus, et maintenant tout le monde y croit aussi. Alors que l'officier Jenkins se préparait à accompagner Sophie à l'hôpital, la fillette se jeta soudainement vers Marcus pour l'embrasser brièvement mais fermement, comme les dauphins, murmurant contre son épaule avant de se détacher, un entendement secret passant entre eux. Marcus regarda Sophie s'éloigner avec les policiers et mademoiselle Patel, sa petite silhouette marchant avec une différence subtile mais perceptible, des épaules un peu plus droites, des pas un peu plus assurés. Le long chemin de la guérison ne faisait que commencer, mais elle avait franchi le pas crucial pour sortir de l'obscurité. Dans la foulée, alors que le bureau retrouvait peu à peu une apparence de normalité, Marcus se retrouva seul dans son bureau privé, les événements de la journée le submergeant par vagues d'émotions, soulagement, colère, chagrin et un profond sentiment de validation tant professionnelle que personnelle. Hélène frappa doucement avant d'entrer, portant un sac de glace pour ta mâchoire, dit-elle en le lui tendant. Le dentiste remplaçant d'urgence sera ici dans 20 minutes pour gérer les rendez-vous de l'après-midi. Je lui ai dit qu'il te remplaçait parce que tu as été blessé en empêchant un enlèvement d'enfant, expliqua-t-elle d'un ton factuel, trahissant la fierté dans ses yeux, ce qui était la pure vérité. Marcus plaça le sac de glace contre sa mâchoire palpitante, affichant une grimace qui se transforma en un sourire douloureux. Merci, Hélène, et merci d'avoir suivi parfaitement le protocole. Tout s'est déroulé exactement comme nous l'avions prévu, même si je ne m'attendais jamais vraiment à en avoir besoin. L'expression d'Hélène se radoucit. Ce que cette pauvre enfant et sa mère ont traversé, c'est insupportable d'y penser. Mais tu as vu ce que d'autres auraient pu manquer, Marcus. Ton propre passé t'a rendu vigilant d'une manière que beaucoup ne le seraient pas. Ces mots résonnèrent profondément en lui. Marcus laissa son regard errer vers le tiroir où il gardait la photographie de lui et de sa mère. Ce qui avait semblé être la pire expérience de ma vie, des années d'abus, des souvenirs en temps, m'a finalement permis de reconnaître les signes chez Sophie que d'autres auraient pu ignorer. Parfois, nos blessures les plus profondes deviennent nos plus grandes forces, murmura-t-il doucement, plus pour lui-même que pour Hélène. Au fil de l'après-midi, Marcus donna sa déposition officielle à la police, reçut des soins pour sa mâchoire. Heureusement, elle n'était que sévèrement contusionnée, non cassée, et rentra finalement chez lui en début de soirée, physiquement et émotionnellement épuisé, sans parvenir à calmer son esprit agité. Les rapports de l'officier Jenkins confirmèrent qu'Hélène Miller était soignée pour de multiples blessures, y compris 3 côtes fracturées et une commotion cérébrale, mais qu'elle était censée se rétablir complètement. David Miller avait embarqué sur un vol d'urgence depuis Boston et arriverait avant minuit. L'enquête initiale avait mis au jour des preuves troublantes dans la maison que Richard avait louée à OAKD, un système de sécurité complexe, des téléphones et des ordinateurs enfermés, du courrier intercepté, et une pièce au sous-sol qui semblait avoir servi de lieu de punition dans sa maison calme. Marcus se retrouva devant le miroir de la salle de bain, examinant l'ecchymose sombre qui s'étendait sur sa mâchoire. Le visage qui lui renvoyait son image semblait en quelque sorte différent, changé non pas par la marque physique, mais par les événements de la journée, par la prise de conscience que les limites professionnelles qu'il avait maintenues avaient été mises à l'épreuve et franchies, et qu'en agissant ainsi, il avait accompli le but le plus profond de sa vocation. Son téléphone sonna avec un message de l'officier Jenkins. David Miller a atterri. Réunion avec Sophie à l'hôpital en cours. Je pensais que tu aimerais savoir, sourit Marcus malgré la douleur que cela lui causait. En imaginant la scène, un père embrassant la fille qu'il avait craint de perdre à jamais, une enfant trouvant la sécurité dans les bras de son véritable protecteur, ce n'était pas une fin, mais simplement le début d'une autre histoire, celle de la guérison et de la reconstruction, et c'était infiniment mieux que l'alternative. Alors qu'il se préparait à se coucher, les pensées de Marcus revinrent aux mots de Sophie. Comme les dauphins, ils s'entraident quand ils sont en difficulté. Dans l'immense océan de la souffrance humaine, peut-être que c'était tout ce que l'on pouvait faire, tendre la main quand quelqu'un se noie, offrir une bouée de sauvetage, guider vers la sécurité. Aujourd'hui, il avait été le dauphin de Sophie, demain, peut-être, il reconnaîtrait un autre enfant dans le besoin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, Marcus rêva de sa mère, non pas telle qu'il l'avait vue la dernière fois, épuisée par la maladie dans un lit d'hôpital, mais telle qu'elle avait été durant ces brèves et précieuses années de liberté après qu'ils eurent échappé à son père. Dans le rêve, elle lui souriait avec fierté et murmurait « Tu les vois maintenant, Marcus ? Tu vois ceux comme nous ?» Il se réveilla les larmes aux yeux, mais avec un profond sentiment de paix dans le cœur. Le passé ne pouvait être changé, mais ces leçons pouvaient transformer l'avenir, une observation attentive, une intervention courageuse, une vie sauvée à la fois.
6 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Sophie Bennett, reprenant désormais sa véritable identité de Sophie Miller, avait glissé à Marcus cette note désespérée. L'automne s'était complètement installé à OAKD où les érables le long de la rue principale flamboyaient de rouge et d'or, les commerçants exposant citrouilles et gerbes de maïs en prévision d'Halloween. La vie dans la petite ville du Connecticut était en grande partie revenue à son rythme paisible, les événements dramatiques survenus à Reynolds Pediatric Dentistry s'effaçant des commérages locaux pour devenir une légende communautaire. Pour Marcus, cependant, l'affaire restait toujours présente, colorant ses jours et hantant ses nuits. L'ecchymose sur sa mâchoire s'était estompée, mais l'impact de ces événements avait modifié de façon permanente quelque chose en lui, réveillant des souvenirs endormis tout en leur donnant simultanément un nouveau contexte et un nouveau sens. Il s'assit dans la salle de préparation des témoins au palais de justice du comté d'OAKD, redressant son nœud papillon. Le motif d'aujourd'hui arborait des citrouilles d'Halloween, une touche saisonnière qu'il espérait voir sourire Sophie si elle le voyait. L'audience préliminaire concernant Richard Garrett devait débuter dans 1 heure, et la procureure, Amara Okafor, avait demandé ce briefing final avec les témoins clés. Dr Reynolds, commença Miss Okafor, ses yeux perçants l'examinant au-dessus de lunettes sans monture, je souhaite revoir une fois de plus la séquence des événements. La défense tentera probablement de qualifier vos actions d'exagération, voire même de suggérer que vous avez manipulé une enfant pour qu'elle formule de fausses accusations. Marcus hocha la tête, familier avec cette stratégie lors de discussions précédentes. Je comprends, mais ma documentation est complète. Depuis le rendez-vous initial jusqu'à la confrontation finale, tout a été réalisé conformément aux protocoles établis pour les cas de maltraitance présumée, que vous avez vous-même développés, nota Miss Okafor. Basés sur vos expériences personnelles ainsi que sur votre formation professionnelle. Pendant un instant, Marcus se tendit. Son histoire d'enfance n'étant pas un sujet dont il parlait ouvertement, il avait toutefois partagé les détails pertinents avec la procureure, sachant que la défense pourrait tenter de s'en servir contre lui. Oui, reconnut-il, mon histoire personnelle a informé ma vigilance professionnelle, mais tout ce que j'ai observé avec Sophie a été documenté de manière objective. Les preuves physiques découvertes par la suite dans la maison des Garrett corroborent ces observations. Miss Okafor hocha la tête, satisfaite. L'avocat de la défense, James Mercer, est connu pour ses interrogatoires agressifs. Il remettra probablement en question la pertinence de vos questions adressées à Sophie sans le consentement parental, votre décision de photographier la note sans la divulguer immédiatement à Garrett, ainsi que le moment de votre appel aux autorités. Toutes les actions entreprises étaient dans le cadre de mes devoirs en tant que signalant obligatoire, répondit calmement Marcus. Lorsque qu'un enfant dénonce des abus, mon obligation légale et éthique est envers la sécurité de l'enfant, et non pas envers les droits supposés des parents, surtout lorsque ce parent est l'abuseur présumé. Un coup à la porte interrompit leur discussion. L'officier Jenkins entra, paraissant professionnel dans son uniforme formel plutôt que dans l'uniforme décontracté de patrouille auquel Marcus était habitué. Miss Okafor, Dr Reynolds, les salua-t-il, je voulais vous informer qu'Helen Miller est arrivée avec Sophie et David, ils se trouvent dans une salle d'attente séparée. Le pouls de Marcus s'accéléra. Comment vont-ils ? L'expression de Jenkins s'adoucit légèrement. Hélène se déplace encore avec précaution où ses fractures de côte demandent du temps, mais physiquement, elle guérit bien. Émotionnellement, c'est un processus. Sophie semble aller mieux que sa mère. Honnêtement, les enfants peuvent être remarquablement résilients lorsqu'ils évoluent dans un environnement sûr. Sophie témoignera-t-elle aujourd'hui ? Demanda Marcus, la préoccupation se lisant dans sa voix. Non, intervint fermement Miss Okafor, cela. Ce n'est que l'audience préliminaire pour établir une cause probable. Nous avons conclu un arrangement selon lequel la déclaration écrite de Sophie sera enregistrée comme preuve, accompagnée de l'entretien médico-légal enregistré réalisé par le Child Advocacy Center, si nous procédons au procès, ce qui semble probable étant donné la plaidoirie non coupable de Garrett. Nous réévaluerons ensuite. Un soulagement s'est emparé de Marcus. L'idée que Sophie doive affronter son abuseur au tribunal le troublait profondément. Hélène témoignera aujourd'hui, ajouta l'officier Jenkins. Elle est nerveuse mais déterminée. David a été un soutien solide pour eux deux. La porte s'ouvrit de nouveau et Hélène fit son apparition. Ayant été témoin des événements critiques survenus au cabinet dentaire, elle avait elle aussi été appelée à témoigner. Il commence à installer les sièges, les informa-t-elle, la salle d'audience se remplit rapidement. Marcus ne fut pas surpris,
l'affaire avait suscité un intérêt local important, non seulement pour ses aspects dramatiques, mais aussi parce qu'elle avait révélé combien il était facile pour un prédateur, tel que Richard Garrett, de s'immiscer dans une communauté en créant une façade de normalité tout en commettant, en secret, des abus horribles. Cela avait ébranlé le sentiment de sécurité de la communauté, soulevant des questions inconfortables sur le nombre de signes qui pourraient passer inaperçus dans d'autres foyers, dans d'autres familles. En se dirigeant vers la salle d'audience, Marcus aperçut David Miller se tenant en protecteur aux côtés d'une femme qu'il reconnut comme étant Hélène d'après des photographies, petite, avec les mêmes yeux noisettes que Sophie, bien que désormais assombrie par des expériences que Marcus ne pouvait qu'imaginer. Elle leva les yeux, croisa son regard et lui fit un léger signe de reconnaissance avant qu'il ne puisse s'approcher d'eux. « Mademoiselle Okafor, le guide ATL à travers les portes de la salle d'audience, souvenez-vous, murmura-t-elle, de ne rapporter que les faits tels que vous les avez observés. Vos observations professionnelles ont un poids considérable. » La salle d'audience était en effet presque pleine de résidents locaux, de représentants des médias et de ceux qui semblaient être des défenseurs de la lutte contre la violence domestique, remplissant la galerie. Marcus prit place dans la zone d'attente des témoins, son regard étant inévitablement attiré vers la table de la défense où Richard Garrett était assis aux côtés de son avocat. Garrett avait l'air nettement différent de l'homme contrôlant mais charmant qui avait conduit Sophie au cabinet dentaire. Son apparence soignée avait cédé la place à la netteté institutionnelle de la détention préventive, vêtu d'un uniforme de prison et arborant une coupe de cheveux conforme au règlement, mais il maintenait une posture d'indignation, se penchant occasionnellement pour chuchoter quelque chose à son avocat avec des gestes animés. Le greffier appela le tribunal à l'ordre et la juge Eleanor Harmon entra, arborant une expression sévère, parcourant du regard la salle bondée avant de prendre place avec une efficacité de mise en scène habituelle. Elle établit les paramètres de l'audience, rappelant à tous les présents que son objectif était de déterminer s'il existait suffisamment de preuves pour procéder à un procès et non pas pour établir la culpabilité ou l'innocence. Dès le début des procédures, Marcus se sentit hyper concis de chaque détail. La présentation méthodique des preuves par Mademoiselle Okafor, les objections calculées de la défense, les réponses mesurées de la juge, mais son attention resta principalement fixée sur Hélène Miller lorsqu'elle fut appelée à témoigner. Hélène s'avança lentement vers le banc des témoins, les séquelles physiques de ses blessures encore visibles dans ses mouvements précautionneux. Après avoir prêté serment, elle s'assit, les mains fermement jointes sur ses genoux, son regard évitant délibérément celui de Richard Garrett. « Madame Miller, » commença doucement Mademoiselle Okafor, « pourriez-vous, s'il vous plaît, raconter au tribunal votre relation avec l'accusé, Richard Garrett ?» La voix d'Hélène était douce mais ferme alors qu'elle relatait sa rencontre avec Garrett, il y a 3 ans, lors d'une conférence professionnelle à Boston où elle travaillait comme coordinatrice d'événements. Leur relation avait progressé rapidement, trop rapidement, comme elle le reconnut désormais, Garrett se présentant comme charmant, réussi et particulièrement attentionné envers sa fille Sophie, issue d'un précédent mariage. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois un comportement inquiétant ?» demanda Mademoiselle Okafor. Hélène déglutit. Après notre mariage, cela a commencé par de petits commentaires sur mes amis, des suggestions indiquant qu'ils ne respectaient pas notre relation. Ils consultaient mon téléphone, d'abord en plaisantant, puis de manière plus sérieuse. Ils m'encourageaient, me pressaient de travailler depuis la maison en me disant que nous pouvions nous le permettre grâce à ses revenus de consultant. Avec le recul, je réalise qu'ils m'isolaient, mais à l'époque, chaque étape me semblait raisonnable, voire attentionnée. Alors qu'Hélène poursuivait en décrivant le contrôle de plus en plus grand de Garrett sur ses finances, ses relations et ses déplacements quotidiens, Marcus reconnut la progression classique d'un contrôle coercitif, le resserrement graduel des restrictions jusqu'à ce que la victime se retrouve effectivement piégée. La salle d'audience resta complètement silencieuse, la tension collective étant palpable, alors qu'Hélène détaillait la première agression physique survenue lorsqu'elle avait remis en question un important retrait de leur compte commun. Le pire, ce n'était pas la douleur physique, dit Hélène, sa voix vacillant légèrement, c'était la façon dont il impliquait Sophie, la forçant à regarder, lui disant que c'était ce qui arrivait quand on ne respectait pas les règles, utilisant son amour pour moi comme une arme depuis sa position. Marcus remarqua plusieurs jurés se déplaçant inconfortablement, leurs expressions reflétant la nature troublante du témoignage d'Hélène, même le visage habituellement impassible de la juge Harmon montra des signes subtils de détresse. « Madame Miller », poursuivit Mademoiselle Okafor, « pourriez-vous expliquer les événements qui ont conduit à votre déménagement à Oaked, Connecticut ?» Hélène décrivit comment les abus de Garrett avaient escaladé après qu'un enseignant de l'école de Sophie eut remarqué des ecchymoses et déposé un rapport.
Il était furieux cette nuit-là, raconta-t-elle, il nous déclara que nous déménagions, que des gens complotaient contre notre famille, que nous avions besoin d'un nouveau départ. En une semaine, il avait loué une maison à Oaked sous le nom de Bennett, inscrit Sophie dans des programmes d'enseignement à domicile et coupé toute communication avec la famille et les amis. Avez-vous tenté de demander de l'aide pendant cette période ? Demanda Théon. Hélène hocha la tête, des larmes coulant désormais librement. Une fois que j'ai trouvé un vieux téléphone qu'il avait oublié dans un tiroir, j'ai essayé d'appeler mes parents, mais il m'a prise. C'est à ce moment-là, fit-elle une pause en prenant une bouffée saccadée, c'est à ce moment-là qu'il m'a fait hospitaliser. Il a dit au personnel des urgences que je m'étais blessé en tombant dans les escaliers et j'étais trop terrifié pour le contredire, avec Sophie présente tout le temps. Pendant tout le témoignage d'Hélène, Marcus observa les réactions de Richard Garrett. L'homme maintenait une façade de calme incrédule, secouant la tête de temps en temps ou se penchant pour chuchoter à son avocat. Mais Marcus remarqua le resserrement de sa mâchoire, sa respiration contrôlée, des signes d'une rage à peine contenue sous une apparence de fausses accusations. Lorsque Mademoiselle Okafor eut terminé son interrogatoire direct, l'avocat de la défense, James Mercer, s'approcha du banc des témoins, grand et impeccablement vêtu. Mercer dégageait une autorité confiante en s'adressant à Hélène. « Madame Miller », commença-t-il d'une voix douce, « je comprends que cela soit difficile, mais je dois clarifier certains points. Vous avez décrit une relation qui est devenue contrôlante et abusive. Et pourtant vous êtes resté avec Monsieur Garrett pendant près de 3 ans, est-ce exact ?» La posture d'Hélène se raidit. « Oui, répondit-elle. Et durant cette période, avez-vous déjà déposé une plainte auprès de la police, demandé une ordonnance de protection ou informé des membres de votre famille des abus présumés ?» demanda Mercer. Hélène baissa la voix. « Non, admit-elle, j'avais peur qu'il menace d'emmener Sophie, qu'il convainquît tout le monde que j'étais une mère inapte, et je le croyais. » Mercer hocha la tête avec sympathie, bien que son geste semblât calculé. « Je vois, et n'est-il pas vrai que vous avez déménagé volontairement à Oaked avec Monsieur Garrett, que vous avez signé le contrat de location à ses côtés ?» demanda-t-il. « J'ai signé ce qu'il m'a dit de signer, » répondit Hélène, une lueur de colère traversant sa vulnérabilité. « Quand quelqu'un démontre qu'il vous fera du mal, à vous et à votre enfant, si vous ne vous conformez pas, le terme volontaire perd alors tout son sens. » Un murmure d'approbation parcourut la salle d'audience, rapidement étouffé par le regard perçant de la juge Harmon. Mercer changea de tactique. « Madame Miller, vous affirmez que Monsieur Garrett vous a isolé. Pourtant les registres montrent que vous étiez employé, consultiez des médecins et faisiez du shopping régulièrement à Oaked. Si vous étiez réellement retenu contre votre gré, pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide lors de ces sorties publiques ?» Les mains d'Hélène tremblaient visiblement. « Il avait toujours Sophie avec lui, » dit-elle, la voix se brisant, « si je n'étais pas à la maison, elle était avec lui. La menace était toujours implicite. Coopérer ou Sophie souffrira, et il surveillait tout, traçait mon téléphone, chronométrait mes courses, vérifiait les reçus. Les rares fois où j'ai tenté de signaler que quelque chose n'allait pas, les gens ne remarquaient rien ou ne voulaient pas intervenir. » Le contre-interrogatoire se poursuivit pendant près d'1 heure, Mercer cherchant méthodiquement à ébranler la crédibilité d'Hélène en soulignant des incohérences et en suggérant des explications alternatives à ses blessures. Tout au long, Hélène maintint son témoignage, bien que le coup émotionnel se manifestât dans sa posture épuisée et son visage marqué de larmes. Lorsque, finalement, Hélène fut autorisée à quitter le banc des témoins, Marcus observa David Miller aller la rejoindre près de la balustrade de la salle d'audience, lui offrant un soutien silencieux tandis qu'ils regagnaient leur siège. La tension entre eux était visible, un mariage dissous naviguant désormais dans la complexité de la coparentalité dans des circonstances traumatisantes, mais leur préoccupation commune pour Sophie créait un pont malgré ses difficultés. Plusieurs autres témoins vinrent ensuite, le médecin urgentiste qui avait traité la chute d'Hélène, les officiers intervenus lors de l'incident au cabinet dentaire, et l'enquêteur médico-légal qui avait documenté les preuves retrouvées dans la maison des Garrett. Chaque témoignage s'imbriquait dans le précédent, construisant une image complète d'un abus systématique et d'un contrôle coercitif. Lorsque Marcus fut finalement appelé à témoigner, il s'avança vers le banc des témoins avec une détermination calme, évitant consciemment tout contact avec Garrett. Après avoir prêté serment, il s'assit droit, les mains reposant calmement sur ses genoux, dégageant la confiance professionnelle qui lui avait valu la confiance de milliers de jeunes patients au cours de sa carrière. « Dr Reynolds », commença Mademoiselle Okafor, pourriez-vous décrire vos premières observations concernant Sophie Bennett, désormais identifiée comme Sophie Miller, lors de son premier rendez-vous dans votre cabinet ?
Marcus parla clairement, détaillant les signes objectifs qui l'avaient préoccupé. Le comportement renfermé de Sophie, ses sursauts lorsqu'elle était touchée par Richard, les ecchymoses inexpliquées, sa déférence envers son supposé père et le changement significatif de son attitude lors de l'absence brève de Richard. D'après votre expérience professionnelle, quelles conclusions avez-vous tirées ? Demanda mademoiselle Okafor. J'ai relevé plusieurs indicateurs compatibles avec une possible maltraitance ou un contrôle coercitif, répondit prudemment Marcus. En tant que rapporteur obligatoire, je suis formé pour reconnaître ces signes. J'ai documenté mes préoccupations et mis en œuvre notre protocole de suivi des situations de maltraitance potentielle. Et qu'est-il arrivé lors du second rendez-vous qui a confirmé vos soupçons ? Demanda-t-elle. Marcus décrivit le moment où Sophie lui avait remis une note, dont le contenu fut consigné pour le dossier judiciaire, alors qu'il relatait la supplique désespérée de Sophie pour obtenir de l'aide. Il remarqua plusieurs jurés jeter des regards vers Richard Garrett avec un mépris non dissimulé. « Docteur Reynolds, quelles actions avez-vous entreprises après avoir reçu cette note ?» demanda-t-il. « J'ai discrètement photographié la note et activé notre protocole d'urgence, qui inclut la prise de contact avec les autorités sans alerter l'abuseur présumé », expliqua Marcus. J'ai ensuite tenté de prolonger le rendez-vous pour garder Sophie en sécurité dans notre cabinet jusqu'à l'arrivée de l'aide. Lorsque mademoiselle Okafor conclut son interrogatoire, James Mercer s'approcha avec l'assurance confiante de quelqu'un prêt à démanteler un témoignage. « Docteur Reynolds, commença-t-il, vous avez partagé vos observations et interprétations issues de 2 brèves consultations. N'est-il pas possible que vous ayez interprété à tort une timidité normale comme un repli, ou une guidance parentale normale comme du contrôle ? Demanda-t-il. Possible, mais peu probable, répondit Marcus d'un ton égal. L'ensemble des signes que j'ai observés, pris ensemble, formaient un schéma préoccupant qui justifiait une enquête plus approfondie. Mercer hocha la tête, se déplaçant légèrement. Je comprends que vous ayez une sensibilité particulière aux cas de maltraitance, en raison de vos propres expériences d'enfance. N'est-il pas possible que cette histoire personnelle ait coloré votre perception de la dynamique familiale des Bennett ? Marcus avait anticipé cette ligne de questionnement. Mon histoire personnelle informe ma vigilance professionnelle, mais mon évaluation se basait sur des observations objectives, documentées selon les protocoles établis. De plus, la note que Sophie m'a remise fournissait une divulgation directe d'abus, imposant une action immédiate, indépendamment de tout soupçon préalable. Mercer continua, vous avez choisi de la dissimuler à M. Garrett, le père apparent et tuteur légal à l'époque. Ne pensez-vous pas qu'il méritait de connaître une accusation aussi grave ? Non, déclara fermement Marcus, provoquant plusieurs regards surpris parmi les jurés. Lorsqu'un enfant révèle un abus, mon obligation éthique et légale est de protéger cet enfant, et non d'alerter l'abuseur présumé, ce qui pourrait mettre l'enfant en plus grand danger. Et avez-vous déterminé, de votre seule autorité, que M. Garrett était un abuseur présumé sur la base d'une note d'une enfant de 9 ans, contesta Mercer. Marcus se pencha légèrement en avant. J'ai déterminé, en me basant sur ma formation professionnelle, que la divulgation de Sophie justifiait une action protectrice immédiate. L'enquête subséquente, incluant la découverte d'identités falsifiées, l'identification positive de son père biologique par Sophie et les blessures documentées de Madame Miller, a validé cette évaluation. Tout au long du contre-interrogatoire, Marcus conserva son calme, refusant de se laisser provoquer par les questions de plus en plus agressives de Mercer. Lorsqu'on lui demanda au sujet de son intervention physique lors de la tentative de fuite de Garrett avec Sophie, Marcus reconnut avoir agi instinctivement pour protéger un enfant qu'il estimait en danger. « Vous avez agressé mon client sur la base de votre instinct », insista Mercer. « J'ai intervenu pour empêcher que votre client ne retire un enfant qui avait révélé des abus d'un environnement sûr », corrigea calmement Marcus. Lorsque Marcus fut finalement libéré du banc des témoins, il se sentit épuisé mais satisfait d'avoir présenté les faits avec précision et d'avoir résisté aux tentatives de la défense de saper sa crédibilité. En regagnant sa place, il croisa le regard d'Hélène Miller, qui lui adressa un merci silencieux qui l'affecta plus profondément que ne l'aurait fait toute expression verbale de gratitude. L'audience préliminaire se poursuivit dans l'après-midi avec les témoignages finaux, incluant ceux d'Hélène et de l'officier Jenkins, qui décrivait la scène chaotique lorsque Garrett avait tenté de s'enfuir avec Sophie. Vers la fin de l'après-midi, la juge Harmon avait recueilli suffisamment de preuves pour renvoyer l'affaire devant un procès, refusant la demande de modification de caution de la défense en raison de la gravité des accusations et du risque de fuite. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Marcus fut approché par David Miller,
un homme grand et sincère dont la ressemblance avec Sophie était frappante, une fois qu'on savait la reconnaître. « Dr Reynolds, dit-il en tendant la main, je voulais vous rencontrer correctement pour ce que vous avez fait pour ma fille. » Sa voix se troubla d'une émotion momentanée. « Il n'y a pas de mots pour vous remercier suffisamment, » répondit Marcus en serrant fermement sa main. « Comment va Sophie » demanda David. L'expression de ce dernier se radoucit. Mieux que quiconque aurait pu l'espérer. Bien qu'elle fasse encore des cauchemars, la thérapeute dit qu'elle montre une résilience remarquable. Elle parle de vous parfois, se demandant si votre mâchoire va bien, expliqua-t-il avec un léger sourire, reflet de la préoccupation si caractéristique de sa fille. Serait-il possible de la voir brièvement ? Demanda Marcus. Je comprends que cela ne soit pas approprié pour le moment. En fait, je pense qu'elle aimerait cela, répondit David. Elle est avec mes parents dans la salle d'attente privée, nous ne voulions pas qu'elle soit dans la salle d'audience. En suivant David à travers les couloirs du palais de justice, Marcus ressentit un mélange curieux de satisfaction professionnelle et d'investissement personnel. Dans la plupart des cas, une fois qu'un enfant était en sécurité, son rôle prenait fin, les limites naturelles entre le professionnel de santé et le patient étant maintenues. Mais l'affaire de Sophie avait franchi ces limites d'une manière qui ne pouvait être simplement réévaluée. La salle d'attente privée était un petit espace confortable, aménagé pour les témoins nécessitant une séparation du reste de la population du palais de justice. À l'intérieur, un couple âgé, vraisemblablement les grands-parents de Sophie, était assis de part et d'autre de Sophie, qui lisait un livre avec une telle absorption qu'elle ne remarqua pas immédiatement leur entrée. David dit doucement à Sophie, « Regarde, qui est là pour te voir ?» Sophie leva les yeux et la transformation sur son visage fut immédiate et profonde. Disparue était la froideur soigneuse qui avait caractérisé son expression lors de ses rendez-vous dentaires. Ses yeux s'écarquillèrent de plaisir sincère et elle se leva précipitamment de son siège. « Dr Reynolds » s'exclama-t-elle en s'approchant de lui avec une assurance contrastant fortement avec sa précédente attitude craintive, « ta mâchoire n'est plus meurtrie. » Marcus sourit inconsciemment, effleurant l'endroit où le poing de Richard avait frappé quelques semaines auparavant, désormais entièrement guéri. « Comment vas-tu, Sophie ?» demanda-t-il. Elle réfléchit à la question avec une étonnante maturité pour une enfant de 9 ans. « Je vais bien la plupart du temps, » répondit-elle honnêtement, « je fréquente une vraie école maintenant et j'ai une amie qui s'appelle Lily, qui s'assoit à côté de moi, mais parfois j'ai encore peur, surtout la nuit. » Sa sincérité toucha profondément Marcus. « C'est tout à fait normal après ce que tu as vécu, » la rassura-t-il, ses sentiments effrayants diminuent généralement avec le temps. Sophie hocha la tête solennellement. « C'est ce que dit ma thérapeute aussi, » ajouta-t-elle timidement, « c'est bien, mais pas aussi bien que toi. » Elle hésita, puis ajouta, « Je t'ai apporté quelque chose à te montrer. » Sophie sortit de son sac à dos un dessin légèrement froissé sur du papier de construction qu'elle tendit à Marcus avec un sourire timide. Le dessin représentait un cabinet dentaire avec un dentiste souriant arborant un nœud papillon et une petite fille au-dessus d'eux, le tout dessiné au crayon bleu. En bas, plusieurs dauphins nageaient. « C'est nous, » expliqua Sophie, « et les dauphins, parce qu'ils s'entraident. » Elle fit une pause, le regardant de ses yeux noisettes pleins de sagesse. « Mon professeur nous avait demandé de dessiner un héros, et je t'ai dessiné, » dit-elle. Marcus sentit sa gorge se serrer d'émotion. « C'est magnifique, Sophie, merci, » dit-il. David posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. « Sophie va témoigner lors d'une présentation de l'American Dental Association le mois prochain sur la reconnaissance des signes d'abus chez les patients pédiatriques. Accepteriez-vous de participer au panel ?» La demande surprit Marcus. « Ce serait un honneur, » répondit-il sincèrement. « Mais êtes-vous sûr que Sophie est prête pour une telle démarche ? » C'était son idée, ajouta Hélène en entrant discrètement dans la pièce. Elle se déplaçait prudemment, toujours en convalescence de ses blessures, mais ses yeux reflétaient une force qui n'avait pas été présente dans la salle d'audience. Elle veut aider d'autres enfants qui pourraient être piégés comme elle l'a été, expliqua la psychologue pour enfants, cela pourrait être valorisant pour elle tant que c'est géré avec soin. Sophie acquiesça avec empressement. Je veux dire aux dentistes de vraiment observer les enfants, pas seulement leurs dents, et de les croire s'ils demandent de l'aide. La sagesse de cette simple déclaration frappa profondément Marcus. Combien d'enfants, dans des fauteuils dentaires à travers le pays, cachent des secrets qu'ils ne peuvent exprimer, montrant des signes qui passent inaperçus. Combien de professionnels ont manqué ces signes, soit par manque de formation, soit par réticence à s'impliquer dans des situations difficiles. Je pense que c'est une excellente idée, dit Marcus à Sophie,
Ensemble, nous pourrions aider beaucoup d'autres enfants. Après avoir pris congé avec la promesse de se revoir avant la présentation de l'ADA, Marcus observa Sophie s'éloigner, main dans la main avec son père, arborant la posture d'un enfant reprenant peu à peu la sécurité qui devrait être le droit fondamental de chaque enfant. Hélène la suivait de quelques pas, sa propre guérison progressant à un rythme différent, rappelant que le rétablissement ne suit jamais un chemin linéaire. Dehors, le soleil d'automne dorait les feuilles changeantes et une brise fraîche portait l'odeur de fumée de bois et de pommes. Marcus resta un moment, respirant profondément, sentant le poids du témoignage de la journée s'alléger peu à peu. L'affaire serait renvoyée devant un procès et il serait vraisemblablement appelé à témoigner à nouveau, mais le résultat le plus crucial avait déjà été atteint. Sophie était en sécurité, reconnectée avec sa véritable famille et commençait à guérir. Son téléphone vibra avec un message de Hélène. Réunion du personnel demain au sujet de la mise en œuvre du nouveau programme de formation, tout le monde est partant. Ce message fit naître un sourire sur le visage de Marcus. Dans les semaines qui suivirent le sauvetage de Sophie, il développa un programme de formation complet destiné aux professionnels dentaires, portant sur la reconnaissance et la réaction aux signes de maltraitance. Ce qui avait commencé comme une initiative au sein de son propre cabinet s'élargissait désormais avec l'intérêt de l'Association dentaire de l'État et d'autres entités. Alors que Marcus se dirigeait vers sa voiture, ses pensées se portèrent sur le dessin que Sophie lui avait offert, les dauphins nageant au-dessus d'eux, symbole de créatures qui, ayant reconnu la détresse chez leurs semblables, réagissent avec protection et soutien dans l'immense océan de la souffrance humaine. Peut-être était-ce tout ce que chacun d'eux pouvait faire, écouter attentivement, observer de près et tendre la main lorsque quelqu'un se noie. Pour Sophie Miller, cela avait suffi pour changer le cours de sa vie. Pour Marcus Reynolds, cela avait transformé une douloureuse histoire personnelle en une force puissante de protection et de changement pour d'innombrables enfants, encore à s'installer dans des fauteuils dentaires à travers le pays, ce qui pourrait faire la différence entre la poursuite de la souffrance et le premier pas vers la sécurité. Le soleil se couchait alors que Marcus rentrait chez lui à travers les rues peintes par l'automne d'Octe, projetant de longues ombres sur le trottoir. Demain apporterait de nouveaux patients, de nouveaux défis, peut-être même de nouvelles préoccupations à documenter et à traiter. Mais aujourd'hui, au moins, un enfant dormait en sécurité parce que quelqu'un avait remarqué, quelqu'un avait écouté et quelqu'un avait agi. Et au final, cela faisait toute la différence.